Chapitre 10. La journée de travail. 1. Limite de la journée de travail. Nous sommes partis de la supposition que la force de travail est achetée et vendue à sa valeur. Cette valeur, comme celle de toute autre marchandise, est déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Si donc la production des moyens de subsistance journaliers, tels qu'il les faut en moyenne pour le travailleur, coûte 6 heures, il doit travailler en moyenne 6 heures par jour pour produire journellement sa force de travail, ou pour reproduire la valeur qu'il a obtenue en la vendant. La partie nécessaire de sa journée comprend alors 6 heures. Toutes circonstances restant égales, c'est une grandeur donnée. Mais il ne s'ensuit pas que la grandeur de la journée elle-même soit donnée. Admettons que la ligne AB représente la durée ou la longueur du temps de travail nécessaire, soit 6 heures. Suivant que le travail sera prolongé au-delà de AB de 1, de 3 ou de 6 heures, nous obtiendrons 3 lignes différentes qui représentent 3 journées de travail différentes de 7, de 9 et de 12 heures. 7 pour la journée de travail 1, 9 pour la journée de travail 2 et 12 pour la journée de travail 3. La ligne de prolongation BC représente la longueur de travail extra. Nous aurons donc, pour la journée de travail 1, AB égale 6, BC égale 1, soit 7 heures. Pour la journée de travail 2, AB égale 6, BC égale 3, soit 9 heures. Pour la journée de travail 3, AB égale 6, BC égale 6, soit 12 heures. Puisque la journée de travail égale AB plus BC ou bien est AC, elle varie avec la grandeur variable de BC. Puisque AB nous est donné, le rapport de BC à AB peut toujours être mesuré. Ce rapport s'élève dans la journée de travail 1 à 1/6, dans la journée de travail 2 à 3/4 et dans la journée de travail 3 à 6/6 de AB. Enfin, puisque la proportion temps de travail extra sur temps de travail nécessaire détermine le taux de la plus-value, ce taux est donné par le rapport suivant. Temps de travail extra sur temps de travail nécessaire. Il est respectivement, dans les 3 différentes journées de travail, de 16/2, de 50 et de 100%. Mais le taux de la plus-value seul ne nous donnerait point réciproquement la grandeur de la journée de travail. S'il était par exemple de 100%, la journée de travail pourrait être de son côté de 8, de 10, de 12 heures et ainsi de suite. Il indiquerait que les deux parties constitutives de la journée, travail nécessaire et surtravail, sont de grandeur égale, mais il n'indiquerait pas la grandeur de chacune de ces parties. La journée de travail n'est donc pas une grandeur constante, mais une grandeur variable. Une de ces parties est bien déterminée par le temps de travail qu'exige la reproduction continue de l'ouvrier lui-même. Mais sa grandeur totale varie suivant la longueur ou la durée du surtravail. La journée de travail est donc déterminable, mais par elle-même, elle est indéterminée. Note 1. Bien que la journée de travail ne soit rien de fixe, elle ne peut néanmoins varier que dans certaines limites. Sa limite minima, cependant, ne peut être déterminée. Assurément, si nous posons la ligne de prolongation BC, où le surtravail égale 0, nous obtenons ainsi une limite minima, c'est-à-dire la partie de la journée pendant laquelle l'ouvrier doit nécessairement travailler pour sa propre conservation. Mais le mode de production capitaliste une fois donné, le travail nécessaire ne peut jamais former qu'une partie de la journée de travail, et cette journée elle-même ne peut par conséquent être réduite à ce minimum. Par contre, la journée de travail possède une limite maxima. Elle ne peut être prolongée au-delà d'un certain point. Cette limite maxima est doublement déterminée, et d'abord par les bornes physiques de la force de travail. Un homme ne peut dépenser pendant le jour naturel de 24 heures qu'un certain quantum de sa force vitale. C'est ainsi qu'un cheval ne peut, en moyenne, travailler que 8 heures par jour. Pendant une partie du jour, la force doit se reposer, dormir. Pendant une autre partie, l'homme a des besoins physiques à satisfaire. Il lui faut se nourrir, se vêtir, etc. Cette limitation purement physiologique n'est pas la seule. La prolongation de la journée de travail rencontre des limites morales. Il faut au travailleur du temps pour satisfaire ses besoins intellectuels et sociaux, dont le nombre et le caractère dépendent de l'état général de la civilisation. Les variations de la journée de travail ne dépassent donc pas le cercle formé par ces limites qu'imposent la nature et la société. Mais ces limites sont par elles-mêmes très élastiques et laissent la plus grande latitude. Aussi trouvons-nous des journées de travail de 10, 12, 14, 16, 18 heures, c'est-à-dire avec les plus diverses longueurs. Le capitaliste a acheté la force de travail à sa valeur journalière. Il a donc acquis le droit de faire travailler pendant tout un jour le travailleur à son service. Mais qu'est-ce qu'un jour de travail? Note 2. Dans tous les cas, il est moindre qu'un jour naturel. De combien?
Le capitaliste a sa propre manière de voir, sur cette ultimatule, la limite nécessaire de la journée de travail. En tant que capitaliste, il n'est qu'un capital personnifié. Son âme et l'âme du capital ne font qu'un. Or, le capital n'a qu'un penchant naturel, qu'un mobile unique. Il tend à s'accroître, à créer une plus-value, à absorber, au moyen de sa partie constante, les moyens de production, la plus grande masse possible de travail extra. Note 3. Le capital est du travail mort qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. Le temps pendant lequel l'ouvrier travaille est le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu'il lui a achetée. Note 4. Si le salarié consomme pour lui-même le temps qu'il a de disponible, il vole le capitaliste. Note 5. Le capitaliste en appelle donc à la loi de l'échange des marchandises. Il cherche, lui comme tout autre acheteur, à tirer de la valeur d'usage de sa marchandise le plus grand parti possible. Mais tout à coup s'élève la voix du travailleur, qui jusque-là était comme perdu dans le tourbillon de la production. La marchandise que je t'ai vendue se distingue de la tourbe des autres marchandises parce que son usage crée de la valeur, et une valeur plus grande qu'elle ne coûte elle-même. C'est pour cela que tu l'as achetée. Ce qui pour toi semble accroissement de capital est pour moi excédent de travail. Toi et moi, nous ne connaissons sur le marché qu'une loi, celle de l'échange des marchandises. La consommation de la marchandise appartient non au vendeur qui l'aliène, mais à l'acheteur qui l'acquiert. L'usage de ma force de travail t'appartient donc. Mais par le prix quotidien de sa vente, je dois chaque jour pouvoir la reproduire et la vendre de nouveau. Abstraction faite de l'âge et d'autres causes naturelles de dépérissement, je dois être aussi vigoureux et dispos demain qu'aujourd'hui, pour reprendre mon travail avec la même force. Tu me prêches constamment l'évangile de l'épargne, de l'abstinence et de l'économie. Fort bien. Je veux, en administrateur sage et intelligent, économiser mon unique fortune, ma force de travail, et m'abstenir de toute folle prodigalité. Je veux chaque jour n'en mettre en mouvement, n'en convertir en travail, en un mot n'en dépenser, que juste ce qui sera compatible avec sa durée normale et son développement régulier. Par une prolongation outre mesure de la journée de travail, tu peux en un seul jour mobiliser une plus grande partie de ma force que je n'en puis remplacer en 3. Ce que tu gagnes en travail, je le perds en substance. Or, l'emploi de ma force et sa spoliation sont deux choses entièrement différentes. Si la période ordinaire de la vie d'un ouvrier, étant donné une moyenne raisonnable de travail, est de 30 ans, la valeur moyenne de ma force de travail que tu me payes par jour forme 1 sur 365 fois 30 ou 1 des 1950e de sa valeur totale. La consommes-tu dans 10 ans? Eh bien tu ne payes dans ce cas chaque jour que 1 des 1950e au lieu de 1 3650e de sa valeur entière, c'est-à-dire tu ne me payes que 1/3 de sa valeur journalière. Tu me voles donc chaque jour 2/3 de ma marchandise. Tu payes une force de travail d'un jour quand tu en uses une de 3. Tu violes notre contrat et la loi des échanges. Je demande donc une journée de travail de durée normale, et je la demande sans faire appel à ton cœur, car, dans les affaires, il n'y a pas de place pour le sentiment. Tu peux être un bourgeois modèle, peut-être membre de la Société protectrice des animaux et par-dessus le marché en odeur de sainteté, peu importe. La chose que tu représentes vis-à-vis de moi n'a rien dans la poitrine. Ce qui semble y palpiter ne sont que les battements de mon propre cœur. J'exige la journée de travail normale parce que je veux la valeur de ma marchandise, comme tout autre vendeur. Note 6. Comme on le voit, à part des limites tout élastiques, la nature même de l'échange des marchandises n'impose aucune limitation à la journée de travail et au travail extra. Le capitaliste soutient son droit comme acheteur quand il cherche à prolonger cette journée aussi longtemps que possible et à faire de 2 jours 1. D'autre part, la nature spéciale de la marchandise vendue exige que sa consommation par l'acheteur ne soit pas illimitée, et le travailleur soutient son droit comme vendeur quand il veut restreindre la journée de travail à une durée normalement déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit. Tous deux portent le sceau de la loi qui règle l'échange des marchandises. Entre deux droits égaux, qui décident? La force. Voilà pourquoi la réglementation de la journée de travail se présente dans l'histoire de la production capitaliste comme une lutte séculaire pour les limites de la journée de travail, lutte entre le capitaliste, c'est-à-dire la classe capitaliste, et le travailleur, c'est-à-dire la classe ouvrière.